Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... We have now charged a total of 5 Lockbit associates, and our investigation remains ongoing. They would post on their website the names of the companies, organizations that were victims, and they would post next to it a countdown clock showing how long that organization had to pay the ransom. Des histoires étranges de l'ère numérique. Dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, de nouvelles formes de crimes ont émergé, se cachant dans l'ombre de nos vies numériques. Des groupes de ransomware comme Lockbit ont porté l'extorsion cybernétique à des sommets sans précédent durant la pandémie de la COVID-19, profitant des systèmes affaiblis par la crise sanitaire et tenant des données en otage en exigeant des rançons exorbitantes, le tout avec des menaces de fuite d'informations catastrophiques. Mais qu'est-ce qui motive ces hackers? Qui sont les victimes prises dans leur filet? Et surtout, qui sont les gens derrière Lockbit? Dans cet épisode, nous plongeons dans l'histoire de Lockbit, un groupe de cybercriminels qui sème la peur parmi les entreprises et les gouvernements à travers le monde. Nous explorerons ses origines, ses attaques les plus marquantes et les tactiques employées, tout en suivant le jeu du chat et de la souris entre hackers et autorités. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on aborde un sujet que tu avais hâte de couvrir, oui. Le sujet de Lockbit, une gang de cybercriminels qui ont fait des victimes à travers le monde. Oui. Vraiment, c'est un peu le cancer de la société, le ransomware actuellement. Ah, c'est assez incroyable, hein? Et en creusant dans cet épisode-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes de groupes de hackers qui font le même genre de choses qu'eux. On dirait que j'ignorais qu'il y en avait autant. Et c'est un peu comme les virus ou comme un vendeur de drogue. Quand on arrête un, mais il y en a 10 qui poussent. Exact. Donc, on dirait qu'on est pris avec ce type de criminalité-là de façon éternelle, malgré les efforts des autorités. C'est dur d'aller jusqu'à la racine, hein, puis d'aller chercher vraiment les fondations des groupes, puis de ces tactiques-là. Oui, exact. Puis surtout que, comme dans le cas de Lockbit, c'est du code source. Hein? Puis en informatique, du code source, ça se reproduit, encore une fois, comme un virus. Et d'autres personnes peuvent le reprendre, le modifier et recréer des rançongiciels comme ils le veulent et se cacher des autorités. Donc, c'est vraiment un jeu de chat et à la souris que les autorités et les hackers jouent au quotidien. En fait. Puis vous allez voir, la plupart du temps, c'est des erreurs humaines qui causent l'infiltration de ces groupes-là dans des réseaux, que ce soit personnels ou des réseaux d'entreprise ou des réseaux bancaires, même, parce que ça peut aller jusqu'à très loin. Vous allez voir, on va plonger exactement dans ce qui est un peu la version 2024 de la guerre numérique. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que c'est une grande portion de la genre de nouvelle guerre froide qu'on vit actuellement, avec les conflits en Ukraine, en Russie, mais aussi au Moyen-Orient, avec la Chine, la Corée et tout ça. Donc, une grande partie de la guerre froide actuelle entre les gouvernements se joue au niveau du piratage informatique puis du vol de données. Donc, ça risque d'être une histoire assez intéressante, un peu à la James Bond au niveau numérique. Oui, tu as bien raison. Puis qu'est-ce qu'on boit, Seb, pour faire face à tous ces ransomware? Oh, on boit la Capitaine Jack de la microbrasserie Jackalope qui est située à Plessisville, une New England IPA à 6,5% d'alcool et j'y goûte live. Apparemment qu'il faut dire Plessisville. Moi, je me suis déjà fait remettre à ma place. Ah, ben oui, merci de par me corriger. Un Plessivillois. Oui, j'imagine. Donc, de Plessisville. Excellente, une New England qui se respecte. Et elle nous vient de? Oui, de Cynthia Fay Raté. Oh. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Cynthia? Elle a fait une tournée de bière via notre site web. Vous vous rendez distorsionpodcast.com. Il y a un petit onglet de tournée de bière et vous pouvez
nous aider à remplir le fridge. On a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Stace Moi. Ou Stacy Moi, je ne sais pas trop. Mais merci à toi. Elle nous dit 10 étoiles, non pas 5. Wow. Elle nous dit, je mettrais 10 étoiles si je pouvais. Je vous aime. Merci d'être là pendant que je travaille. J'espère que tu ne fais pas des opérations à cœur ouvert. Oui, exact. Shout-out à toi, Stacy. Je pense qu'on avait même oublié d'en faire un shout-out l'épisode précédent. Oui, bien, on tente d'avoir de mettre en lumière les reviews les plus créatives aussi. Donc, n'hésitez pas de sortir du lot lorsque vous nous donnez une belle review. Et merci d'avance. Exactement. Et si vous êtes membre, oui monsieur, sur Patreon, vous avez droit à un after show. Et Seb, de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, mais on va poursuivre la discussion sur les groupes de hackers qui sont spécialisés dans les rançongiciels, Conti, Revol et Darkside, qu'on va couvrir un peu dans l'épisode, mais qu'on va approfondir dans l'after show. Mais en plus de ça, Émile, j'avais envie de vous parler de la panne informatique mondiale qui a eu lieu en 2024 avec l'antivirus CrowdStrike, qui a eu une grosse panne de mise à jour sur Windows et tu voyais des blue screen. Ça a bugué tout le monde, ça. Ah, c'est incroyable. Vous allez voir les impacts que ça a eu, autant les aéroports, les systèmes bancaires, etc. Donc, on va couvrir ce sujet-là dans l'after show. Oh oui, et il y a du stock sur Patreon. Si vous voulez rejoindre notre belle communauté, il y a plusieurs épisodes bonus. Il y a toutes nos after shows. Donc, depuis qu'on est sur Patreon, depuis 3-4 ans environ. C'est vrai. Hein? Donc, il commence à avoir pas mal de stock. Et aussi, tous nos cabarets des curiosités qui ont été enregistrés live sont disponibles sur Patreon. Parfois, on a des versions vidéo, parce que des fois, on est filmé, comme au Fofone électrique, entre autres. On était filmé au Festipod aussi. Puis quand on n'est pas filmé, ben, on essaye, je ne sais pas à quel point vous trouvez ça cool, mais on capture aussi nos écrans quand on fait un show. Donc, un petit setup technique de plus. Là. Je ne dis pas qu'on a toujours réussi. Il a fallu faire quelques tests. Donc, on met aussi à la disposition nos captures d'écran en format vidéo avec le son. Et là, donc, on peut voir les vidéos qu'on présente lors des shows, puis aussi les images, les marketplaces qui sont toujours très drôles. Oui. Donc, c'est un autre petit bonus qu'on met sur Patreon là, pour les geeks qui veulent suivre nos shows comme s'ils étaient là, finalement. Ah oui, c'est ça, je trouve que c'est une valeur ajoutée vraiment cool. Là. Moi, si je n'étais pas Seb de Distorsion, c'est sûr que je m'abonnerais juste pour ça. En fait, les cabarets, je trouve ça tellement cool. Une plug très crédible, mon cher Seb. Juste avant de commencer, Seb, je pense que tu veux nous dire un petit mot sur NordVPN, qui n'est pas seulement le champion des VPN, mais aussi le champion des commanditaires de podcasteurs et de YouTubers, parce que ça fait longtemps qu'ils commanditent, qu'ils financent à quelque part la création de contenu. Ah oui, absolument. Mais est-ce que tu sais, Émile, ce qui peut t'arriver quand tu cliques sur un lien douteux ou lorsque tu utilises un Wi-Fi gratuit dans un café? Oh oui, monsieur, ça m'est déjà arrivé. Ça peut mettre mes données personnelles à gros risque. Et oui, puis c'est là que NordVPN intervient. En un seul clic, toutes tes données sont cryptées et sont protégées contre les malfaiteurs numériques. Et en plus, tu peux changer la localisation de ton appareil et accéder à du contenu, que ce soit du contenu streamé, des nouvelles par exemple, peu importe où tu es dans le monde, c'est comme à la maison. Tout ça disponible via une promo exclusive pour vous. Oh oui! Clique sur le lien dans la description et profite de l'offre spéciale pour les distordus avec NordVPN. NordVPN, c'est simple, c'est efficace pour naviguer de façon sécurisée. Oh oui! Là-dessus, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire palpitante de Logbit? Oui, monsieur! C'est parti! Maintenant. Avant qu'on se lance, Émile, on va commencer par expliquer c'est quoi au distordu Logbit. Hein? Oui. Logbit, c'est deux choses. C'est un groupe de cybercriminels, mais c'est aussi le nom du rançongiciel ou un ransomware qui est entretenu par ce même groupe. Un ransomware ou rançongiciel, c'est un type de logiciel malveillant qui prend en otage des fichiers ou des systèmes informatiques. Lorsque l'appareil est infecté, le rançongiciel chiffre les données de l'utilisateur, rendant ces fichiers inaccessibles. Puis pour qu'on puisse récupérer l'accès, bien la victime est souvent contrainte de payer une rançon, généralement en crypto-monnaie à l'auteur de l'attaque, en communiquant directement avec lui. C'est un peu comme empoisonner une personne puis lui vendre son antidote. Oui. C'est vraiment ça. Hein? C'est carrément ça.
Les rançongiciels peuvent cibler à la fois des particuliers et des entreprises, et les conséquences peuvent être catastrophiques, allant de la perte de données importante à des interruptions de services qui peuvent complètement chambouler des secteurs d'affaires. Et après l'attaque, il y a la reconstruction aussi du système à faire, une étape qui peut prendre énormément de temps et même tuer carrément des entreprises. À la tête de Logbit se cache une personne qui utilise tout simplement l'identifiant LogbitSop sur les forums de piratage du Dark Web. Il serait responsable non seulement du développement de l'entreprise criminelle, mais aussi de son infrastructure et du déploiement des outils de Logbit. Mais qui est cette personne mystérieuse? Il y a une coalition aussi qui regroupe Europol, le FBI et la NCA du Royaume-Uni et Interpol qui s'est mobilisée dans le cadre de l'opération Chronos pour identifier le mystérieux homme ou femme derrière LogbitSop. Cette opération ambitieuse s'attaque frontalement à Logbit, allant jusqu'à utiliser des tactiques similaires à celles des groupes criminels pour le troller. Mais est-ce vraiment suffisant pour stopper cette machine bien rodée? Ou n'assistons-nous pas qu'à une partie sans fin de cache-cache où le groupe réapparaîtra sans cesse sous d'autres formes? Est-ce qu'on sait de quoi ça a l'air? C'est quoi ton expérience quand tu te fais hacker par Logbit? Par Logbit, en fait, ça gèle ton système puis tu es redirigé vers un système de chat. Donc, tu ouvres unique. ton ordinateur, mettons, ce matin-là. Oui. Puis, c'est ça. En fait, c'est qu'il bloque tes données. Il bloque carrément tes données et tu es redirigé vers une fenêtre et tu tombes dans un système de messagerie qui est asynchrone, en fait, avec le pirate. Et tu n'as pas accès à tes données tant que tant en fait que tu n'as pas soit payé la rançon ou que tu as pu débarrer par la clé, la clé de déchiffrement de tes données. Eux, ils fonctionnent comme ça. Il y en a qui ont différentes mécaniques, mais eux, c'est ce qu'ils prennent en considération. Puis l'autre mécanique, je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils t'ont hacké, parce qu'ils ont tendance aussi à troller les entreprises qui font en les extorquant. Là, on va en parler un petit peu plus loin. Mais ça doit être tellement stressant quand ça t'arrive. Je veux dire, tu te connectes le matin, tu n'as plus accès à... tu as une fenêtre un peu étrange avec un message qui te menace puis qui te demande une rançon. C'est incroyable. Hein? Je cherchais justement des stats sur les impacts psychologiques de ce type d'attaque-là. Il n'y en a pas. Je veux dire, il n'y a rien de chiffré en tant que tel, sauf que ça crée des traumatismes. Ah, c'est sûr que ça cause du stress incroyable. Pour les humains qui ont à gérer ça, là, c'est assez incroyable. Mais petit retour en arrière pour expliquer les origines de Logbit. En fait, il a fait son apparition en janvier 2020 sur le forum de piratage du Dark Web XSS pour présenter son modèle d'affaires. Étant un nouvel utilisateur sur la plateforme, il suscite d'abord une certaine méfiance. Et pour dissiper les doutes, les administrateurs du site russe lui imposent un dépôt d'entrée de 10,5 Bitcoin, soit environ 100 000 US à l'époque. Ce dépôt sert à prouver la légitimité du service et garantir qu'il ne s'agit pas d'une arnaque et montrer que son promoteur est sérieux. En se dévoilant sur XSS, Logbit a pour objectif de recruter des affiliés sur le Dark Web qui ont de l'expérience en piratage. C'est une méthode un peu semblable à celle qu'on a vue employée par Ross Ulbricht dans un autre épisode de Distorsion, celui de Silk Road, où des forums de discussion ont été utilisés pour faire la promotion d'un nouveau service illicite. Logbit se positionne alors comme un service suivant un modèle d'affaires appelé le Ransomware as a Services, le RAS, R-A-A-S. Comme souvent, on a des logiciels maintenant, un Google Doc, etc., c'est SaaS, donc Software as a Services. Donc, c'est des solutions logicielles que vous avez accès directement en ligne. Soit tu as l'avantage de ne pas avoir de mise à jour à faire parce que tout est fait sur les serveurs et tout ça. Mais dans ce cas-ci, c'est des rançongiciels qui fonctionnent un peu de cette façon-là pour que les pirates puissent les installer sur les systèmes. C'est un service à distance qui est vendu un peu comme une suite Office.
Oui, exact. Ça peut se mettre à jour aussi. Oui. C'est un peu comme quand j'étais dans le monde du jeu vidéo, on appelait ça des games as a service. Oui, c'est vrai. Donc, à cause que les jeux sont des écosystèmes en soi. Tu peux acheter des morceaux de jeu, des expansions, des trucs comme ça, des items pour customiser tes personnages, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu la même chose au niveau des ransomware maintenant. C'est presque comme une licence Photoshop que tu achètes avec des mises à jour. Là, mais c'est vrai, hein, c'est exactement ça. Ben oui. Ce système permet à des pirates informatiques de rejoindre l'organisation en tant qu'affiliés et d'utiliser le ransomware Lockbit pour mener leur propre attaque. En retour, ils peuvent extorquer des rançons colossales à leurs victimes, tout en partageant une partie des gains avec l'organisation mère. Ces affiliés peuvent utiliser Lockbit comme une sorte de licence tout en profitant du service à la clientèle de l'organisation, des mises à jour et des discussions en ligne afin d'améliorer le produit. Et comme plusieurs entreprises légitimes, eh bien, Lockbit offre même des récompenses monétaires, des bug bounties, comme on dit, pour des chasseurs de bugs, à ses clients qui peuvent détecter des failles dans son système. C'est comme un service clé en main. Puis tout ce que Lockbit demande en retour, c'est environ 20% des gains obtenus lors d'une attaque, une offre qui est très compétitive sur un marché dominé par l'argent. Et c'est quelque chose que j'ignorais, mais les compétiteurs, eux, demandent souvent plutôt 60% de commission versus le 20% de Lockbit. Donc, ils tentent de se démarquer dans ce marché concurrentiel. Ben oui, il y a des salles de spectacle qui prennent une plus grosse cote sur la merch. Tu as bien raison. Et maintenant, Émile, explique-nous un peu comment Lockbit attaque ses victimes. Oui, à son apogée, Lockbit va typiquement imposer ce qu'on appelle une double extorsion envers ses victimes. Je vous explique ça. Non seulement les pirates vont saisir les données et les chiffrer grâce aux rançongiciels, mais ils vont aussi menacer de faire fuiter les informations privées obtenues lors du piratage si la rançon n'est pas payée. Et en plus de tout ça, rien ne garantit que les données ne seront pas fuitées, même si la rançon est payée. On ne sait pas, hein, on deal avec des gens qui ont peu de codes d'honneur. Exact. Les victimes sont donc souvent dans une position impossible à gérer. Il faut souligner que Lockbit n'a pas été le seul acteur dans le monde du ransomware as a service et de la double extorsion en piratage. Conti, Revol et Darkside ont aussi opéré d'une façon semblable à Lockbit, qui sont d'autres types de rançongiciels, et parfois avec beaucoup de notoriété. On se rappelle d'ailleurs du cas du hacker québécois Sébastien Vachon Desjardins, qu'on a parlé aussi dans un épisode de Disto, qui était affilié au feu réseau Netwalker, qui a été dévastateur durant le début de la pandémie de la COVID. Sébastien Vachon Desjardins a été condamné, lui, à 20 ans de prison en 2022 et les autorités ont confisqué plus de 21 millions de dollars en paiement de rançon. Et c'est fou pareil, hein, comment c'est une business rentable. Incroyable. Puis le réseau Netwalker a depuis été démantelé. Donc, on a un peu le même problème avec Lockbit en ce moment-là. Lockbit n'est peut-être pas seul à opérer ce type d'entreprise, mais le groupe est certainement l'un des plus notoires des dernières années. De plus, Lockbit offre un service presque à la carte pour le piratage. Les hackers qui l'utilisent peuvent choisir les options qu'ils veulent pour leur rançongiciel, un peu comme on commande un repas sur Uber Eats. Est-ce que le hacker veut afficher un message sur le site qui est saisi? Est-ce qu'ils veulent, par exemple, changer l'arrière-plan de la victime pour se moquer d'elle ou pour mettre un message précis? Tout semble possible en quelques clics de faire un logiciel sur mesure pour les clients. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un programme que n'importe qui peut utiliser. On est bien loin de ce qu'on appelait les script kiddies, un peu un surnom péjoratif qu'on donnait à des hackers que c'est pas eux qui écrivaient les scripts, dans le fond. Ils exécutaient des choses créées par d'autres. Donc ici, c'est bien différent. Les clients de Lockbit sont plus sophistiqués. Même s'ils n'ont pas créé le rançongiciel eux-mêmes, ils ont les compétences nécessaires pour obtenir l'accès à des réseaux et à négocier avec des victimes, puis exécuter des attaques ciblées, comme par exemple des campagnes de phishing, d'hameçonnage ou l'exploitation de vulnérabilités informatiques. Mm-hmm. Ils ont un rôle plus avancé que simplement exécuter un script ou un outil. Le hack en question est déployé par eux seuls et non Lockbit. Donc, Lockbit, c'est pas le criminel, c'est comme un peu le cancer qu'on donne à un système. Oui, c'est vrai.
Et d'ailleurs, il est soupçonné qu'une bonne partie des attaques Lockbit ont été commises grâce à des campagnes agressives de hameçonnage. Par exemple, des courriels frauduleux peuvent avoir été envoyés à des employés d'une compagnie en espérant qu'une personne, peut-être moins alerte, clique sur un lien frauduleux ou encore une pièce jointe infectée. C'est souvent ça, hein, l'élément humain là, revient malheureusement très souvent dans des histoires comme la saga dont on va vous parler aujourd'hui. Un excellent rappel que le social engineering offre souvent une porte d'entrée beaucoup trop facile à franchir par des pirates. Et là, on va en reparler un peu plus tard de ce phénomène parce que effectivement, on laisse beaucoup de données sur les réseaux sociaux qui peuvent se retourner contre nous assez rapidement. Une fois qu'un système a été infecté par Lockbit, la victime est redirigée vers un écran de style service à la clientèle où elle est en contact direct avec le pirate pour discuter de la rançon. Un peu comme une boîte de clavardage sur plein de sites de commerce. Le rançon-logiciel est un crime bien spécial puisque les victimes n'ont pas le choix de communiquer directement avec la personne responsable de l'attaque. Oui, c'est ça. T'as pas, il n'y a pas d'autre chose à faire. Même si tu appelles les autorités ou quoi que ce soit, eux-mêmes, il faudrait qu'ils passent par le même processus pour aller chercher la clé de déchiffrement. Parce que c'est ça qu'ils font, c'est qu'ils encryptent vos données. Puis pour encrypter les données, il faut une clé comme ouvrir une serrure. Et ça, ils l'échangent seulement contre la rançon, là, généralement. Donc, vous êtes vraiment pris pour négocier. C'est votre seul atout, si on peut dire. Oui. À l'été 2020, on revient à l'histoire. L'utilisateur LockBitSop va apparaître sur les forums XSS un peu comme une tête d'affiche du produit de Lockbit. C'est durant cette période, il y a plusieurs affiliés qui mènent des attaques ciblées, notamment contre des infrastructures critiques aux États-Unis. Parmi les victimes figurent des services municipaux dans les États du Minnesota et du New Jersey, où les opérations locales ont été sérieusement perturbées. Ces entités sont souvent choisies en raison de leur système vieillissant et de leur manque de mise à jour, ce qui en fait des cibles faciles à prendre en otage. Incapables de se remettre seuls de telles attaques, souvent à cause des backups insuffisants ou même souvent un manque de ressources techniques, ces victimes n'ont souvent d'autre choix que de céder aux demandes des hackers et de payer. Dès 2020, les affiliés de Lockbit s'en prennent également au système de santé, notamment au Canada. Bien que les noms des hôpitaux ne soient pas toujours divulgués pour des raisons de confidentialité, le Centre canadien pour la cybersécurité confirme qu'en juillet 2020, qu'il y a eu une vague d'attaques de ransomware qui a ciblé plusieurs cliniques et hôpitaux du pays. Ces attaques surviennent à un moment particulièrement critique, alors que le système de santé était déjà sous forte pression en raison de la pandémie. Le timing de ces attaques aggrave la situation, mettant en péril les soins vitaux alors que les ressources hospitalières sont déjà saturées. Puis il faut savoir là, que le secteur de la santé, Émile, là, il est particulièrement vulnérable au ransomware, car la disponibilité des données et des systèmes peut être une question de vie ou de mort. Hein. Lorsqu'un système informatique dans les hôpitaux est paralysé, ça peut entraîner des retards dans les soins aux patients, perturber le calendrier des opérations chirurgicales, compliquer la gestion des informations médicales qui sont tous dans des systèmes informatiques. Puis tout cela crée un effet domino qui se répercute aux gens en bas de la chaîne. Là, puis ça fait en sorte que, oui, il y a des gens qui peuvent mourir, il y a des enfants qui peuvent être malades et pas rescapés à temps. Donc, c'est clair, c'est dur d'imaginer les conséquences réelles de tout ça. Ah oui, absolument. C'est là que tu vois l'éthique des hackers parfois. Je trouve que c'est pire que d'attaquer des entreprises, selon moi. Oui. Ça reste grave. Là. Les cybercriminels qui sont affiliés à Lockbit peuvent profiter de cette dépendance au système pour maximiser leurs chances de paiement rapide des rançons. Hein. C'est ça aussi l'objectif. LockBitSop, l'utilisateur sur le forum, va être très actif sur les forums de hacking durant cette période-là afin d'attirer de l'attention vers son produit. Il ira même jusqu'à créer un concours sur le Dark Web où des experts en piratage peuvent écrire des articles techniques et remporter des prix monétaires. C'est une sorte de campagne marketing puisqu'il n'est pas vraiment possible de faire de la publicité traditionnelle pour un tel produit. Imagine ça, Émile, le concours est un succès et le nom de Lockbit est propulsé un peu partout sur les forums de piratage. Mais il y a un problème. La première version de Lockbit n'est pas très solide encore et il y a beaucoup de problèmes qui font en sorte que les fichiers sur les réseaux ciblés ne se chiffrent pas.
Et donc, les entreprises, bien, ils ne mordent pas souvent tant que ça à l'hameçon, en fait, du ransomware. Oui, des petits problèmes de contrôle qualité. Oui, exact. À cette époque, Lockbit n'offre pas encore d'héberger les données volées lors d'une attaque, alors la double extorsion mentionnée plus tôt n'est pas encore entrée en jeu. C'est plutôt une version un peu bêta du rançongiciel et celui-ci ne semble pas très menaçant pour l'instant malgré les dégâts causés chez plusieurs victimes. Et si des hackers sont insatisfaits d'un produit, ils vont certainement le faire savoir. Des clients mécontents avec Lockbit vont faire des plaintes et demander des dédommagements, car le produit n'est pas très efficace. C'est un peu à partir de là que la tête d'affiche de Lockbit SOP commence à montrer ses vraies couleurs dans les forums. Il est un peu mesquin, baveux, et refuse de rembourser ou même de dédommager des clients insatisfaits. C'est sûr que tu ne peux pas aller te plaindre à la protection du consommateur quand tu achètes un Lockbit défectueux. Là. Non, puis tu sais, si toi, de l'autre côté, t'es dans Lockbit, à quel point tu es tenu de fournir un service sous garantie. Là, c'est ça. Tu as la morale un peu élastique. Un peu flexible, oui, exact. Malgré son attitude, Lockbit SOP a clairement entendu le message. Son produit n'est pas à la hauteur des attentes de ses clients et il ne fera pas autant d'argent qu'escompté. C'est à ce moment qu'il entame un projet qui va le propulser au sommet du monde du hacking. Il s'apprête à déployer un rançongiciel qui va avoir des effets incommensurables sur des systèmes informatiques partout sur la planète. Et le nom original, Lockbit 2.0. Oui. On est en mai 2021, Seb, maintenant. Là. Une attaque sans précédent est déployée sur Colonial Pipeline, qui fournit 45% du gaz à la côte est des États-Unis, affectant 17 États américains. Imaginez ça. C'est fou, hein? La situation est critique pour Colonial Pipeline, qui va payer une rançon de 75 bitcoins. À l'époque, là, c'était 4,4 millions de dollars US. Là. Mais cette attaque catastrophique n'a pas été lancée par des affiliés de Lockbit. C'est plutôt un de ses compétiteurs, DarkSide, et ses affiliés qui est derrière l'attaque. Toutefois, cette attaque sera bénéfique pour Lockbit puisque DarkSide sera démantelé par le FBI. Ils vont avoir attiré l'attention sur eux, puis ils vont s'être fait démanteler. Donc pendant ce temps-là, Lockbit survit. Le hack de Colonial Pipeline était beaucoup trop massif et avait été tellement médiatisé que ça a attiré trop d'attention sur DarkSide, causant son démantèlement. Le plus grand compétiteur à Lockbit est désormais hors de service et le timing est parfait. Lockbit 2.0 est sur le point de sortir et de terrifier la planète. Quand Lockbit 2.0 sort, il offre des options très alléchantes pour les hackers. C'est à partir de la version 2.0 que le rançongiciel va garder des copies des données des victimes qui seront envoyées au serveur de Lockbit pour que la menace de fuite soit pesante. Ça va servir de levier important à l'avantage du hacker lors des négociations pour les rançons. Ce n'est pas tout. La mise à jour 2.0 amène aussi avec elle un site web où les requêtes d'extorsion de victimes sont affichées avec un compte à rebours, comme au cinéma. Imaginez la scène, vous venez d'être piraté, vos données sont chiffrées et inaccessibles et un hacker communique avec vous pour une rançon et sur la page d'accueil de Lockbit se trouve le logo de votre compagnie avec un compte à rebours menaçant de fuiter vos informations. C'est le cauchemar de toute entreprise. Puis en même temps, les revendeurs d'informations sur le dark web, eux, ils voient aussi le compte à rebours. Donc, ils peuvent se dire, OK, nice, dans quelques jours, on devrait avoir les données de telle entreprise. Donc, eux, ça leur permet de faire d'autres choses. Lockbit amène à d'autres piratages, en fait. Oui, absolument. D'autres vols de données à la revente. Il y a tout un système criminel derrière, après, qui peut bénéficier de ces données-là volées. Là. Oui, tu as raison. Côté marketing, ce site de Lockbit sur le dark web est un coup de génie. Des curieux qui ne sont pas nécessairement affiliés au groupe peuvent visiter la page d'accueil et observer quelles compagnies sont entre les griffes de Lockbit en temps réel. Et ça fait jaser sur le dark web. Mais ça attire aussi l'attention du web de surface parce que des comptes Twitter qui diffusent des captures d'écran, là, des comptes à rebours du dark web. Donc, ce niveau d'exposition fait en sorte que Lockbit explose en popularité, attirant des tonnes d'affiliés prêts à utiliser le service. Et évidemment, tout ça attire l'attention des autorités. On est maintenant en juillet 2021.
Logbit est déjà utilisé depuis plusieurs mois par des affiliés et la version 2.0 leur est désormais accessible avec une gamme de nouvelles fonctionnalités paralysantes pour les victimes. Des rumeurs commencent à circuler comme quoi la multinationale Accenture a été piratée. Et ce n'est pas une petite compagnie, là, même si peut-être vous ne la connaissez pas. Là. Oui, oui. Celle-ci travaille avec plusieurs autres compagnies là, comme Microsoft, Google, Meta, Unilever, Novartis, etc., offrant des services professionnels spécialisés là, dans plein de secteurs. Des services technologiques, la consultation, cybersécurité, conseil, même stratégie d'opération. Accenture, c'est un joueur gigantesque là, en consultation en entreprise. Logbit va afficher un compte à rebours sur son site. Accenture a jusqu'au 11 août 2021 pour payer une rançon de 50 millions de dollars US. Sinon, 6 téraoctets de données d'Accenture vont fuiter. C'est beaucoup, là, quand même. Et oui, là, c'est très dangereux pour les clients, surtout. Exact. Là. Mais Accenture ne mord pas à l'hameçon, jugeant que les données volées par les affiliés de Logbit ne sont tout simplement pas assez importantes pour justifier une telle rançon. C'est à se demander qui entre Logbit et Accenture est en train de bluffer. Les affiliés Logbit vont aller jusqu'à pirater des plus petits clients d'Accenture comme moyen de pression, entre autres le Bangkok Airways, la compagnie d'aviation. Oui, oui. Mais encore une fois, Accenture ne se laisse pas intimider. Logbit va donc faire fuiter un peu plus de 2000 fichiers appartenant à Accenture en août, mais on est très loin du 6 téraoctets promis. On pourrait voir le piratage d'Accenture comme un faux démarrage, puisqu'une rançon n'a pas été payée. Il n'y a pas eu de rançon de payer. Non, non. Mais ça va plutôt donner énormément de visibilité et d'inspiration à Logbit et à d'autres pirates informatiques, attirant encore une fois plus d'affiliés. Logbit 2.0 est désormais un redoutable rançongiciel et là, tout ce qu'il faut, c'est éliminer la compétition. Et c'est là que Revol, qui est un des grands compétiteurs à Logbit 2.0 et qui existe depuis plus longtemps que ce dernier, arrive en scène. Il opère essentiellement de la même façon. Les données des victimes sont chiffrées et les cybercriminels exercent du chantage de diffusion afin d'obtenir une rançon. Revol a beaucoup de notoriété quand Logbit 2.0 sort, puisque le groupe a déjà ciblé Apple, Acer, Quanta et est même soupçonné d'avoir prêté main forte au groupe DarkSide pour l'attaque catastrophique du Colonial Pipeline, là, discuté plus tôt. Une attaque particulièrement sophistiquée en juillet 2021 est déployée par le groupe Revol envers Kaseya, qui est une société technologique spécialisée dans les solutions de gestion informatique pour les entreprises. Le groupe Revol a ciblé une vulnérabilité dans le logiciel Kaseya VSA, qui est une plateforme utilisée principalement par des fournisseurs de services gérés. Les MSP, que ça s'appelle, utilisent le logiciel Kaseya VSA pour surveiller et gérer à distance les infrastructures informatiques de leurs clients. C'est important de mentionner que les MSP dans ce cas-ci, car Revol a utilisé la faille du logiciel pour envoyer le rançongiciel aux entreprises clientes de ces outils de gestion-là qui l'utilisaient. Donc, l'attaque est dévastatrice. Ça a un effet de chaîne, en fait, un peu comme un effet domino, où ce qu'on pirate une seule plateforme qui est utilisée par des MSP et qui a permis à Revol d'atteindre des centaines de victimes indirectement parce que le logiciel se déploie un peu partout où ce que les clients ont accès à ce logiciel-là. Donc, ça crée vraiment un effet de domino. Revol demande l'équivalent de 70 millions de dollars US en Bitcoin pour déchiffrer les données. C'est l'une des rançons les plus élevées jamais demandées à ce moment-là dans l'univers des rançongiciels. Cette attaque a touché entre 800 et 1500 entreprises, donc c'est pas rien. Mais là, il va se passer quelque chose d'étrange. La rançon ne sera pas payée et Kaseya recevra quand même une clé de déchiffrement universelle 3 semaines après l'attaque. Revol déclare alors que quelqu'un a réussi à avoir accès à son back-end, mais Logbitsop n'est pas d'accord. Lui, il croit que Revol a plutôt été infiltré par le FBI avec succès et que ce sont les autorités qui ont rendu la clé de déchiffrement à la société Kaseya.
Oh, intéressant. Oui, quand même. Et quelques mois plus tard, il y a même un raid qui vise Revol, ciblant 14 membres du groupe par la Russie après une pression de la part du président américain Joe Biden pour intervenir sur la cybercriminalité. Il y a des vidéos où l'on peut observer le FSB, qui est le Federal Security Services of the Russian Federation, arrêter des individus. Mais il y a des internautes qui croient que tout ça est stagé et que la Russie n'a pas réellement arrêté ces individus, puisqu'elle est souvent considérée comme un refuge sûr pour des hackers et que le tout était pour calmer les États-Unis. Peu importe. Revol a cessé ses activités, alors un gros compétiteur de Lockbit est tombé. Un autre compétiteur à Lockbit, encore plus gros que Revol, qui s'appelle Conti, a également cessé ses activités en 2022, peu de temps après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'invasion aurait causé toute une discorde au sein du groupe. Un affilié qui était mécontent a diffusé des fuites massives de leurs conversations internes et des données, exposant toute leur opération. Sous pression des forces de l'ordre et en raison des divisions internes, le groupe a fermé son infrastructure. C'est toutefois une opportunité en or. Lockbit peut désormais absorber tous les membres de Conti et de Revol qui souhaitent continuer à utiliser un RAAS. Donc, Lockbit va partir en campagne marketing pour inviter ses potentiels affiliés qui ont quand même d'autres options de groupe. Là. Il y a Hive et il y a Black Cat, entre autres. Et pour charmer de nouveaux clients, Lockbit annonce l'arrivée imminente de Lockbit 3.0. La version 3.0 de Lockbit est lancée à l'été 2022, quelques semaines après le démantèlement de Conti. Et durant cette période, Lockbit et ses affiliés sont presque intouchables. Les cyberattaques ne cessent et ciblent des infrastructures majeures partout sur la planète, du port de Lisbonne à l'agence de revenus italienne avec des demandes de rançon dépassant les millions de dollars. C'est sûr que les ports, comme le port de Lisbonne, oui. Ces installations portuaires-là, je ne suis pas surpris que ce soit ciblé parce qu'il y a tellement de matériel et de ressources qui transigent par les ports de mer. Que je suis surpris que ça n'arrive pas plus souvent, qu'il n'y ait pas des attaques terroristes sur les ports, en fait. Oui, c'est vrai. Pas que je souhaite que ça arrive, au contraire, mais sauf que ça peut tellement affaiblir un pays ou affaiblir une nation, c'est fou. Ah ben oui, c'est tellement névralgique comme infrastructure. Juste au Canada, il y a eu une menace de grève dans les ports et juste à chaque jour, il disait l'impact que ça pouvait avoir sur toute la chaîne de l'économie, puis pas juste de l'Amérique du Nord. Donc, imagine ce type d'attaque-là. Tu as raison. Je me dis que, d'un, ça doit être des infrastructures que la sécurité doit être quand même assez forte, mais on n'est jamais à l'abri d'une attaque de ce style-là. Et effectivement, on va espérer qu'on ne soit pas touché plus par ça qu'actuellement.
Mais un tel gain en popularité va aussi provoquer des conflits à l'interne chez Lockbit, plus particulièrement en lien avec le développement de Lockbit 3.0. Le groupe va être victime de son propre succès, mais les problèmes seront surtout causés par les décisions de son fondateur, Lockbit Sup, et les raccourcis qu'il a pris pour sortir Lockbit 3.0 le plus rapidement possible suite au démantèlement de ses compétiteurs. Parce que là, à quelque part, il sait qu'il y a des autorités qui sont pas trop loin de le suivre, là, qui sont à son cul. À l'affût. Le 21 septembre 2022, le code du ransomware Lockbit 3.0 est divulgué par un développeur mécontent qui travaille avec le groupe. Cette fuite permet à quiconque possédant le code de créer ses propres versions personnalisées du logiciel, augmentant ainsi considérablement la propagation et l'impact des variantes de Lockbit. Plus besoin de passer par l'organisation maintenant et de payer le 20% pour utiliser le rançongiciel, le code est libre. Oui, c'est fou, là. Exact. Le développeur qui avait aussi été affilié au groupe DarkSide, qui a attaqué le Colonial Pipeline, qu'on a parlé tout à l'heure, et aussi Black Matter, qui est un autre groupe, a été engagé pour construire Lockbit 3.0. On ne sait pas si c'est de la paresse ou de la confiance envers son produit, mais ce développeur a réutilisé beaucoup de code pour Lockbit 3.0 qu'il avait déjà utilisé pour ses deux autres groupes. Cela a fait en sorte qu'une vulnérabilité majeure qui avait été détectée dans le code de Black Matter a été apportée, elle aussi, à Lockbit 3.0. Ça s'est propagé. On parlait plus tôt dans l'épisode du fameux bug bounty à l'interne de Lockbit là, où les pirates pouvaient détecter des failles dans le code et être récompensés pour leur travail. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Lockbit 3.0. Un bug a été trouvé et l'organisation a dû payer l'équivalent de 50 000 US à la personne qui l'a détecté. Donc, c'était ça le bonus. En colère, Lockbit Sup a demandé à déduire la prime du salaire de développeur fautif qui a refusé. Ça a créé une vraie petite guerre à l'interne. Le développeur a disparu du réseau et a fait fuiter le code au complet sur le web. Puis oui, c'est ça, quand on est dans des groupes comme ça criminalisés, puis que avec peu d'éthique, on n'est pas à l'abri de se faire poignarder dans le dos. Non. Les effets de cette fuite ont été dévastateurs pour le monde de la cybersécurité, puisque des copycats là, ont commencé à copier et à lancer une foule d'attaques partout sur le web. C'était la chasse ouverte pour n'importe quel hacker, et Lockbit a totalement perdu le contrôle. C'est là qu'on continue à voir le côté un peu cowboy de son créateur, ou du moins de son influenceur, le Lockbit Sup. S'il avait négocié avec son développeur, il aurait pu éviter une fuite aussi catastrophique. Mais il a plutôt menacé de leaker son identité s'il ne payait pas pour ses erreurs. Donc, tu vois la mentalité un peu. Là. Oui. Et c'est des erreurs qui ont probablement été causées là, par une pression immense pour sortir 3.0 le plus rapidement possible, justement après le démantèlement des autres groupes rivaux. Là. Tout ça a créé beaucoup de confusion au sein des experts en cybercrime aussi. Là. En plus de devoir gérer une montagne d'attaques de Lockbit, ceux-ci devaient déterminer s'il s'agissait d'une attaque vraiment lancée par un affilié ou si c'était tout simplement un pirate seul qui avait pris possession du code et lancé sa propre attaque sans passer par Lockbit. Et c'est là, Émile, que la réputation de Lockbit a pris tout un coup avant les fuites de son rançongiciel. Et une attaque vers la fin 2022 va encore plus mettre le groupe dans la mire des autorités. Alors que Lockbit va toujours nier toute attaque contre les cliniques et hôpitaux, même si on sait déjà que c'est faux puisque d'autres hôpitaux ont été attaqués avant et depuis, l'hôpital pour enfants malades Sick Kids de Toronto sera bouleversé par une attaque. L'affaire est tellement médiatisée que Lockbit Sup va devoir prendre position publiquement. Il explique alors que l'affilié responsable de l'attaque a agi en violation des règles de Lockbit, puis a été banni, et que le déchiffrement sera offert à l'hôpital. Mais ça, là, c'est juste un coup de PR, là, c'est un coup de relations publiques. Il y a des spécialistes qui ont infiltré Lockbit pour surveiller ses activités, qui ont documenté que Lockbit Sup a déclaré à maintes reprises que les attaques contre le système de santé ne le dérangeaient pas. Il a plutôt offert une clé de déchiffrement à Sick Kids pour redorer son image et ne pas froisser certains de ses affiliés qui sont réellement contre ce type d'attaque. Donc, il y a certains hackers qui ont un minimum d'éthique là, quand même. Là.
Oui, mais lui, ça le dérange pas trop. Non, pas en tout. Parce qu'on doit le souligner, il y a des limites que certains hackers ne vont étonnamment pas franchir et les cliniques et hôpitaux en font partie. On se déplace en 2019. Il y a une maman à Mobile, en Alabama, qui a perdu sa fille de 9 mois. C'est tellement triste. En raison d'une attaque de rançongiciel envers le Spring Hill Medical Center. Le système de surveillance fétale de l'hôpital a été désactivé par une attaque lorsque Tyranny Kid était en train d'accoucher. Oh mon Dieu. Ça me déchire. Le personnel médical n'a pas pu surveiller correctement l'état du bébé qui avait le cordon ombilical enroulé autour du cou. Cette complication n'a pas été traitée à temps, ce qui a causé des séquelles importantes sur le bébé qui est décédé 9 mois plus tard. Oh, c'est triste, ça, tellement. Là. Chaque fois qu'un rançongiciel est impliqué dans la mort d'une personne non liée directement à l'attaque, ça découle de l'impact sur un service essentiel comme le système de santé. Certains hackers affirment éviter de cibler les hôpitaux pour cette raison, évoquant une forme de code d'éthique, en gros guillemets, au sein de la cybercriminalité. Cependant, d'autres pirates exploitent précisément cette vulnérabilité, sachant que la nature critique des soins de santé, ça rend justement les victimes plus enclines à payer rapidement. Lorsqu'une attaque paralyse des systèmes vitaux ou des services vitaux, chaque minute compte et cette urgence est cyniquement utilisée pour accélérer le paiement des rançons. Je vous parle d'une autre attaque ici là, et d'un jeu de bluff là, qui s'est joué un peu là, entre les parties. Là. Je avance dans le temps en janvier 2023, il n'y a pas si longtemps. Non. Logbit 3.0 frappe un coup majeur en ciblant Royal Mail, qui est le principal service postal du Royaume-Uni, la poste du Royaume-Uni, bref. Oui. L'attaque cause de tels dégâts que l'organisation n'a d'autre choix que d'informer le public qu'elle est victime d'un rançongiciel sophistiqué. L'infection paralyse principalement les systèmes utilisés pour le traitement et l'expédition du courrier international. Bien que les services nationaux restent fonctionnels, l'ensemble des opérations d'exportation vers l'étranger est gravement perturbé, provoquant d'importants retards dans la gestion des lettres et des colis. Cette paralysie impacte non seulement les entreprises britanniques dépendant du commerce international, mais aussi les particuliers en créant un effet domino sur les chaînes logistiques mondiales. Il y a des débats sur le montant exact demandé par Logbit en rançon à la Royal Mail, mais il est estimé que le groupe a demandé l'équivalent de 80 millions de dollars US, donc ça ne fait qu'augmenter leur demande de rançon. Royal Mail a nié avoir payé la rançon, mais le service a mis des mois à se remettre de l'attaque et a quand même fini par dépenser des millions pour rebâtir ses systèmes et les sécuriser. Et si ça arrivait au Québec, là, je serais tellement inquiet parce que je ne sais pas à quel point nos systèmes informatiques d'assurance maladie, de sociétés automobiles, de tout ça, des passeports est solide. C'est une bonne question. J'ose croire qu'en 2024, on a quand même des backups et des infrastructures avec tout ce qu'on sait, mais bon, j'aime mieux pas trop y penser. Ouais. On penserait que LogbitSop se vanterait d'une telle attaque, mais l'administrateur a clairement senti la soupe chaude. Logbit faisait désormais la une de tous les grands médias. C'était beaucoup trop d'attention pour un groupe criminalisé. LogbitSop a donc utilisé la fuite de Logbit 3.0 en guise de défense, déclarant que l'attaque ne provenait pas d'un affilié du groupe, mais plutôt d'une personne qui avait eu accès au code du rançongiciel lors de la fuite. Ouais. Une déclaration qui s'est avérée fausse, l'attaque venait en fait du vrai de vrai Logbit, puisqu'elle menait à son site là, sur le dark web, chose que les attaques de hackers solo ne faisaient pas. Le plus impressionnant dans la saga avec Royal Mail, c'est que Logbit a fini par faire fuiter les documents saisis lors du piratage. Le hic, l'information n'était pas très pertinente. La personne qui a négocié avec Logbit à propos de la rançon a détecté le bluff du pirate qui n'avait finalement pas tant de levier pour négocier.
C'est une histoire qui va se répéter avec un fournisseur de matériel là, pour, entre autres, la compagnie SpaceX là, de Elon Musk. Un hacker va déployer une attaque, chiffrer les données et menacer de fuiter là, des milliers de documents privés comme des trucs d'ingénieurs que SpaceX voudrait probablement garder secrets. Mais encore une fois, il s'agit d'un bluff et Lockbit n'a rien de dramatique à faire fuiter. Il s'agit d'un autre coup dur pour la réputation du groupe. Ça ne veut pas dire que les attaques de Lockbit ne sont pas dévastatrices. Elles le sont. Les auditeurs québécois vont peut-être se rappeler d'une attaque informatique qui a ciblé Indigo, proprio des magasins Chapters au début 2023. Mon livre de Rick Rubin. Oui, exact. Il m'a pris des mois à me faire livrer. En fait, c'est vrai, je me comptais chanceux dans tout ça de quand même de ne pas m'avoir fait hacker. Oui, c'est vrai, parce que j'avais commandé mon livre, le livre du producteur de musique Rick Rubin, que toi aussi, Seb. Oui, en fait, j'en ai eu 2. Oui, c'est pour ça que je l'ai. Puis, je savais pas, j'ai jamais eu de confirmation si la commande était entrée, mais j'avais vu que mon paiement était passé. Mais je sais qu'il y en... et là, l'attaque est survenue genre le lendemain ou 2 jours après. Oui. Donc, je savais que j'avais payé probablement un livre dans le vide, mais j'avais pas peur, on dirait, de m'être fait pirater ma carte. Je me disais peut-être que je ne recevrais jamais le livre, mais je pense que c'est moins pire que ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Oui, effectivement. Oui, une fois que c'était infecté. Et puis, je l'ai reçu à un moment donné, le livre, mais je m'en étais commandé un deuxième que j'ai refilé à Seb entre-temps. Mais oui, on s'en rappelle de ce hack de Indigo puis de Chapters. Il s'agissait d'une attaque de Lockbit, en fait, Seb, qui a retardé mon livre, qui a paralysé les systèmes informatiques de la compagnie, forçant la fermeture temporaire de son site web de commerce et affectant même les paiements par carte dans les magasins physiques. T'imagines? Oui. Les magasins ont repris leur opération normale 1 semaine après l'attaque, mais le site web a pris des semaines avant de redevenir pleinement opérationnel. C'est immense pour une entreprise. Moi, à chaque jour, je retournais sur le site et je me disais, wow, chaque jour perdu pour cette compagnie-là, c'est des millions en pertes. Là. Ah oui, c'est ça. Puis, il nous envoyait toujours des emails pour nous dire « Hey, venez faire un tour en magasin. Venez nous voir en magasin. » Les magasins fonctionnent encore, parce qu'ils voulaient tenter de récupérer un peu la clientèle. Là, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a bien des gens qui recommanderont plus après chez Indigo à cause de ça. Donc, ça a des effets néfastes à très long terme. Indigo aurait décidé de ne pas payer la rançon exigée par les cybercriminels. Ça, je le savais pas, vois-tu? Non, moi non plus. Conformément aux recommandations des forces de l'ordre. L'entreprise a justifié cette décision en affirmant qu'il n'existe aucune garantie que les données volées seraient effectivement protégées ou détruites après le paiement. La compagnie a perdu 50 millions de dollars selon la CBC cette année-là. C'est beaucoup d'argent. Là. En grande partie à cause de cette attaque, puis avec la rupture de confiance avec les clients après ça. On note aussi que Boeing a été attaqué par Lockbit durant cette période avec une demande de 200 millions de dollars en rançon. Il abuse. Boeing s'est fait très discrète concernant cette attaque parce que, il était dans l'eau chaude pour plein d'autres raisons. Oui. Mais on sait que Lockbit a fini par faire fuiter 43 gigaoctets de données privées de Boeing. Donc, je ne sais pas à quel point c'est sorti, s'il y avait des designs d'ingénieurs ou des secrets professionnels. Bonne question. Oui, mais c'est sûr que dans l'eau, il y a de l'info confidentielle, sur 43 gigs. Ah, c'est sûr. Je peux pas croire. Ça doit tellement être stressant pour les dirigeants et les gens des TI. Les gens des TI de ces organisations-là, là. Faut que les entreprises, j'espère qu'ils leur offrent du soutien psychologique, mais tout ça après coup, parce qu'ils ont toute la pression, ils ont beaucoup de pression, en fait, peut-être pas toutes, mais ils ont beaucoup de pression. Ils peuvent pas faire grand-chose, souvent, contre les rançongiciels. Il n'y a rien à faire. Si tu n'as pas la clé, ça se défait pas. À moins que je me trompe, là, mais c'est vraiment ça. Là, ils ont vraiment toute la pression sur la tête, puis remonter des systèmes. Après ça, tu es pris avec tes mauvais choix, tes mauvaises décisions, justement, quand on parlait que souvent, les entreprises, des fois, ils ont des plans de contingence, mais ils ne l'appliquent pas. Donc, dans le réel, ce qui est dans le plan de contingence, ça n'existe pas, ou il n'y a pas toujours des backups. Les gens. Mais maintenant, les entreprises sont quand même plus diligentes, là, plus sérieuses par rapport à ça. Mais je trouve que ça malgré tout, les TI, ça reste un peu les victimes collatérales. Oui, des héros sans cap. Oui. En 2023, il est estimé que 44% des attaques rançongicielles ont un lien avec Lockbit.
qu'elles soient des attaques majeures ou plus petites. Il est aussi estimé que Lockbit, seulement avec sa part de 20%, aurait collecté le plus de 100 millions de dollars en paiement sur 18 mois. Donc, c'est quand même assez rentable comme entreprise. Ben, si tu fais x5 là, pour donner 100%, ça fait comme 500 millions. Là. C'est vraiment beaucoup d'argent que les entreprises ont perdu. Et là c'est là que Lockbit perd le contrôle. Même si le début de l'année 2023 a été marqué par des gros piratages pilotés par des affiliés de Lockbit, le mystérieux administrateur derrière le rançongiciel devient de plus en plus imprudent et presque négligent. Il lance Lockbit Green, la nouvelle version du service, mais encore une fois, des experts détectent que c'est du code recyclé d'un ancien compétiteur. Dans ce cas-ci, c'est Conti qui a vu son code fuiter aussi. Lockbit se retrouve en mode gestion de crise. Il affirme que les similitudes entre Lockbit et d'autres rançongiciels sont intentionnelles, permettant aux affiliés d'avoir plus de flexibilité dans le choix de leur attaque. Cependant, à l'été 2023, les serveurs de Lockbit commencent à montrer des signes de faiblesse. Les documents volés lors des attaques ne sont plus correctement publiés, compromettant ainsi l'efficacité de la double extorsion. La situation se détériore rapidement et Lockbit perd un grand nombre d'affiliés. À son tour, il devient la cible de d'autres pirates qui exploitent des failles dans ces systèmes pour tenter de l'extorquer, mais Lockbit refuse de céder à leurs demandes. Il subit alors un coup dur supplémentaire lorsqu'il est banni de plusieurs forums de piratage influents sur le Dark Web, portant un coup fatal à sa réputation. En réalité, le mécontentement des affiliés couvait déjà depuis sa sortie de Lockbit 2.0 en 2021, jugée décevante par certains d'entre eux. Désormais isolé, avec des hackers hostiles à ses trousses et sans soutien, Lockbit se retrouve vulnérable, un moment idéal pour les forces de l'ordre de frapper. Le 19 février 2024, le jour redouté par tout groupe de hackers finit par arriver. Les forces de l'ordre saisissent le site web de Lockbit. L'opération baptisée Chronos est menée par une coalition internationale comprenant la NCA, Europol, le FBI et plusieurs autres agences partenaires à travers le monde. Ensemble, ils parviennent à infiltrer le réseau de Lockbit et à prendre le contrôle de son infrastructure. Le célèbre site où les victimes voyaient habituellement leurs données fuitées affiche désormais un message de saisie par les forces de l'ordre avec les logos des agences impliquées. Mais l'opération ne s'arrête pas là. Les visiteurs du site sont invités à revenir le lendemain à une heure précise. Cette fois, ce sont les forces de l'ordre qui imposent un compte à rebours à Lockbit. Les experts en cybersécurité et les hackers du monde entier restent suspendus à leur écran, témoins en direct d'un retournement de situation spectaculaire. Lockbit habitué à semer le chaos avec ses ultimatums, se retrouve à son tour pris à son propre jeu. Lorsque le compte à rebours atteint 0, le site s'affiche à nouveau, mais avec une différence cruciale. Au lieu d'exposer des victimes, le site publie des informations compromettantes sur Lockbit. On y trouve des outils pour aider les victimes à se protéger et, cerise sur le gâteau, une série de messages de trolling qui visent directement Lockbit et son leader. C'est comme la revenge porn de pirates informatiques. C'est vrai, j'aime ça comme comparaison. La pièce maîtresse de cette humiliation est un second compte à rebours, mimant ceux utilisés par Lockbit pour extorquer ses victimes. Celui-ci mène à la question à 10 millions de dollars. Qui est Lockbit Une manière implacable pour le FBI de le provoquer en public. Pour renfoncer le clou, le FBI crée un compte single intitulé FBI SOP. Ça, je trouve ça très drôle. Spécialement conçu pour recevoir des informations d'éventuels lanceurs d'alerte. En parallèle, une récompense de 10 millions de dollars est offerte pour toute information menant à son arrestation. Pendant ce temps, les affiliés de Lockbit tentant de se connecter à leur compte découvrent avec stupeur un message menaçant de l'opération Chronos. Le message indique que l'infrastructure de Lockbit a été entièrement compromise et que les autorités connaissent désormais l'identité des victimes et les paiements effectués. Pour semer la discorde au sein du groupe,
Les autorités insistent sur le fait que cette infiltration a été rendue possible à cause de l'infrastructure défectueuse de LockBitSup, incitant ainsi ses alliés, en fait ses affiliés, à se retourner contre lui. Intéressant comme tournure d'événement. Oui. Pendant que les forces de l'ordre ont le contrôle du site, LockBitSup joue ça cool en communiquant avec des comptes Twitter qui peuvent diffuser ses messages. Il indique que non seulement le FBI et la NCA et Europol ne connaissent pas sa réelle identité, mais qu'il est prêt à doubler la récompense de 10 millions de dollars à 20 millions à quiconque peut réellement l'identifier. LockBitSup a également admis que l'infiltration du FBI et des autres agences n'était pas due à leurs compétences techniques, mais à sa propre négligence. Il reconnaît avoir laissé une vulnérabilité évidente dans son infrastructure par simple paresse, facilitant ainsi leur accès. Une fois le compte à rebours écoulé, les autorités publient sur le site web de LockBit des révélations intrigantes. Elles affirment que LockBitSup aurait prétendu être aux États-Unis et non aux Pays-Bas, mais que ces informations sont fausses. Elles ajoutent également que LockBitSup aurait, sans le savoir, déjà communiqué directement avec les forces de l'ordre. Le message se termine par un emoji de bonhomme sourire, dans la même veine moqueuse que le reste de l'opération Chronos. Oui. Cependant, à la grande déception des spectateurs suivant l'affaire en direct, l'identité de LockBitSup n'est finalement pas dévoilée. De l'extérieur, cela donne l'impression que l'opération des forces de l'ordre a échoué. Pour aggraver les choses, quelques jours plus tard, toujours en février 2024, le site de LockBit est restauré à partir de sauvegarde. Comme un pied de nez supplémentaire, une nouvelle victime y est affichée, le FBI. LockBitSup a continué avec son arrogance, diffusant un message sur le site expliquant comment le FBI a probablement réussi à entrer sur son réseau dû à une erreur de sa part, et a même osé inviter la personne qui a découvert la vulnérabilité à travailler pour lui pour un salaire plus alléchant. Il en profite aussi pour dire que cette attaque envers son service lui a donné un regain de motivation et que tant qu'il serait en vie, les forces de l'ordre ne pourraient jamais l'arrêter. LockBitSup a continué ses activités durant plusieurs semaines sans signe de vie de l'opération Chronos, qui semblait avoir raté son opportunité de dévoiler le visage du groupe criminel. Mais tout a changé le 7 mai 2024. Qu'est-ce qui s'est passé, Seb? C'est à ce moment que les forces de l'ordre tiennent enfin leur promesse en mai 2024 en révélant publiquement l'identité de Dmitri Yurievitch Korochev, alias LockBitSup, le leader présumé du réseau LockBit. Cette annonce est effectuée par le département du Trésor des États-Unis, qui publie en parallèle un acte d'accusation contre Korochev ainsi que des sanctions financières importantes à son encontre. Les documents révèlent que Korochev, né en 1993, de nationalité russe, utilise une adresse courriel iCloud et se trouvait à la tête d'une opération criminelle responsable de plus de 2500 attaques à travers le monde, dont 1800 aux États-Unis. Le gouvernement diffuse également des photos de Korochev montrant un homme d'apparence ordinaire au début de la trentaine. Ouais, je suis toujours curieux de savoir à quoi il ressemble, ces gens-là. Ah oui, ben lui, il a une belle petite coupe bien peignée, bien rasée. Là. Il a l'air d'un gars assez en forme, comme un trentenaire qui aime le gym un peu, petit chandail blanc. Okay. Quelqu'un que tu douterais jamais qui est à la tête d'un réseau comme ça. Là, il a l'air d'une personne normale. En fait, il n'y a pas de tatou dans le visage. C'est pas c'est un préjugé que je dis là, mais il n'y a pas l'air de ce qu'il est, en fait. Ouais. Si vous googlez son nom, vous allez voir les avis de recherche de lui. Il n'y a rien. C'est un peu ça qui n'est pas bluffant, mais des fois, on se fait une image de ces gens-là, mais on pourrait le croiser dans la rue sans s'en rendre compte. En parallèle, là, les internautes s'emparent de ces informations et en moins de 24 heures, retrouvent des comptes de médias sociaux, des numéros de téléphone, des enregistrements d'entreprises et des transactions financières en lien avec lui. De plus, son email iCloud et son nom apparaissaient déjà dans plusieurs fuites de données sur des plateformes variées, amplifiant sa vulnérabilité en ligne. Ben, j'imagine, il y a des chances que lui aussi il se oui. soit fait voler ses données. Ben oui, il n'est pas à l'abri. Hein? Les sanctions de l'Office of Foreign Asset Control, l'OFAC, qui inclut le gel de ses actifs financiers et l'ajout de ses adresses en crypto-monnaie sur la liste noire américaine, interdisant ainsi toute transaction avec des entités américaines. Par ailleurs,
La récompense de 10 millions de dollars, une récompense de 10 millions de dollars est offerte par le gouvernement américain pour toute information qui mène à son arrestation. Et en cas de capture, il risque jusqu'à 185 ans de prison. Il est mieux de prendre des vitamines pour vivre jusqu'à ce temps-là, avec des chefs d'accusation allant de l'extorsion au piratage informatique, en passant par la conspiration pour fraude et l'usage de données volées. Cette révélation représente une avancée majeure, bien que l'extradition en fait de Korochev reste peu probable en raison de sa résidence en Russie, où il pourrait bénéficier de protection implicite. Malgré cette incertitude, les autorités poursuivent un objectif clair, bloquer ses ressources financières et démanteler ses réseaux en rendant toute collaboration avec d'autres affiliés impossible. Mais quelle a été la réaction de Logbit-Sop devant un doxing si massif? Il a tout nié, déclarant que les forces de l'ordre avaient identifié la mauvaise personne et que le pauvre Dimitri est un bouc émissaire du FBI. Bien sûr. Il ira même jusqu'à lancer un de ses fameux concours offrant une récompense de 1000 $, il a baissé ses prix quand même, à quiconque qui réussit à contacter Korochev et sa famille pour voir comment il va et s'il est encore en vie. Toutefois, le développement de la présumée identité de Logbit-Sop soulève deux questions. Quelles sont les preuves du FBI qu'il s'agit réellement de l'admin de Logbit? Et si ce fameux Korochev n'est pas Logbit-Sop, mais pourquoi ne s'est-il pas manifesté pour dire « Hey, c'est pas moi ». Oui, il n'a jamais vraiment... Non, c'est ça, il fait juste nier, mais pas officiellement comme ça. Et le fait que Korochev, en fait, soit en Russie est la raison principale pour laquelle il est toujours en cavale à ce jour. Il n'y a pas d'extradition, alors tant qu'il ne sort pas de son pays, il est plutôt protégé. Il y a aussi le fait que la Russie intervient que très rarement dans les cas de cybercriminalité, tant que les groupes ne ciblent pas des entités dans son pays. Ben oui, c'est presque leur PIB, la cybercriminalité. Tu as raison. Un hacker peut donc souvent paralyser des systèmes en Amérique du Nord à partir de la Russie avec peu de conséquences. Je reviens un peu sur les arrestations puis sur l'opération Chronos, parce qu'elle a quand même mené à quelques arrestations qui continuent à ce jour même. En mars 2024, Chronos va permettre d'arrêter 3 affiliés de Logbit en Pologne et en Ukraine qui n'ont pas été identifiés par les rapports officiels. Et tout récemment, en octobre 2024, Europol a mis la main au collet de 4 individus liés au groupe, dont un qui était en séjour en France à l'extérieur de la Russie à ce moment-là. 2 individus ont été arrêtés au Royaume-Uni et 1 en Espagne. Quand les autorités ont saisi Logbit, un message publié par le NCA sur le site saisi déclarait avoir une compréhension complète de la plateforme et de son fonctionnement, et tous ces détails sont actuellement analysés avec nos collègues internationaux de l'opération Chronos pour nous aider à identifier et poursuivre les criminels dans le monde entier. Là, c'est une citation sur le site. Comme vous pouvez le constater, nous en avons déjà identifié certains, mais ce n'est que le début. Fin de la citation. D'un point de vue technologique aussi, l'opération a eu un certain succès. On parle de 200 comptes de crypto qui ont été gelés, une tonne de mises en accusation qui ont été lancées, plus d'une trentaine de serveurs saisis, 1000 clés de déchiffrement obtenues, il y a des sanctions qui ont été imposées, effectivement. L'opération va également confirmer que dans beaucoup de cas, les données volées par Logbit ont été gardées même après les paiements de rançon pour potentiellement victimiser les compagnies à nouveau. Donc, il les gardait quand même au cas. Il y a aussi eu une arrestation d'un affilié de Logbit bien avant le dévoilement au grand jour de l'opération Chronos, et cette fois-ci au Canada. Mikhail Vassiliev, un homme de 34 ans d'origine russe, résidant à Bradford, en Ontario, a été pris la main dans le sac en octobre 2022. Des enquêteurs américains affirment qu'il était assis à une table dans son garage, utilisant un ordinateur portable avec plusieurs onglets d'ouvert sur son ordinateur, dont l'un pointant vers son portail affilié Logbit Login avec le logo de Logbit. Il était aussi en possession illégale de 2 armes semi-automatiques, imagine. Ouais. Selon son avocat, il est devenu un pirate informatique parce qu'il s'ennuyait durant la pandémie. Lol. Il y en a qui ont lancé des podcasts, il y en a qui sont devenus des hackers. Oui, c'est ça. Chacun son destin.
Vassiliev a été condamné à près de 4 ans de prison après avoir plaidé coupable le mois dernier à 8 chefs d'accusation liés à l'extorsion cybernétique, aux méfaits et à des infractions aussi liées aux crimes en lien avec les armes à feu au Canada. Toutefois, la justice américaine est après lui aussi. Il pourrait être extradé pour y être jugé. On ne sait pas quelles compagnies ont été visées par le cybercriminel, mais il aurait ciblé des entreprises à Montréal, en Saskatchewan et à Terre-Neuve pour des rançons allant dans les centaines de milliers de dollars. Donc quand même, beaucoup de dommages causés par ces gens-là. Ah oui, c'est incroyable. Mais bien que Lockbit demeure dans une situation précaire depuis l'opération Chronos, sa mystérieuse tête d'affiche n'a toujours pas été arrêtée et le groupe demeure actif. Malgré quelques victoires des forces de l'ordre, il est clair que Lockbit n'est pas encore complètement éradiqué. Des signes montrent que le groupe tente de se réorganiser et il est possible que d'autres affiliés ou copies du groupe refassent surface. L'opération Chronos, cependant, a non seulement perturbé ses capacités techniques, mais aussi terni sa crédibilité en tant que plateforme fiable pour les cybercriminels. Lockbit reste une menace en tant que RAAS et les autorités n'ont clairement pas fini d'arrêter des affiliés liés à l'entreprise. Et comme c'est souvent le cas dans la cybercriminalité, suffit qu'un groupe tombe pour qu'un autre prenne sa place. On pense notamment à Black Cat, Scattered, Spider et Akira, qui ont tous été très actifs dans les dernières années. Après tout, les affiliés qui ont quitté Lockbit se sont probablement tout simplement associés à de nouveaux groupes afin de continuer à amasser de l'argent avec des ransomware. Ah oui, fort probable. Et là, ça fait un peu le tour de notre chronologie des événements, mais avant qu'on quitte l'épisode, Émile, je voulais quand même vous parler des statistiques sur le social engineering. Hein. Oui, parce que c'est de là que ça part. Oui. C'est parce que là, à la fin de cet épisode-là, on n'a pas le choix, en fait, de dire un peu comment se protéger face à tout ça. Puis une de ces parties-là, c'est en lien avec le social engineering. Oui, parce que c'est vraiment là qu'on voit que la manipulation humaine, ça reste le principal vecteur de ces attaques-là. En 2023, là, 98% des cyberattaques utilisaient des tactiques d'ingénierie sociale, comme le phishing, le smishing, qui est du phishing par SMS, ou le vishing, qui est du phishing vocal, donc par la voix. L'impact du phishing, 91% des cyberattaques commencent par un email. En outre, les attaques de phishing ont augmenté de 320% d'une année à l'autre. Ça démontre en fait la faiblesse, mais aussi la popularité de ce type d'attaque-là. Au niveau des brèches de données, 67% des violations de données en 2023 ont été causées par des attaques par vol d'identifiants, par phishing ou autres tactiques sociales. Le nombre d'attaques d'ingénierie a augmenté avec le télétravail aussi, parce qu'avec nos ordinateurs à la maison, souvent, ils ne sont pas aussi bien protégés, ou du moins, ça nous rend un peu plus vulnérables à ce type d'attaque-là. En 2022, 76% des organisations ont été victimes d'au moins une attaque, donc c'est 3 entreprises sur 4. Puis ce chiffre-là, je l'ai revu en 2023. Il est dans les mêmes eaux au Canada. Donc, vous, à la maison, là, les distordus, là, il y a à peu près 3 personnes sur 4 que son entreprise a été attaquée. Puis peut-être que vous ne le savez même pas. Là, souvent, ils ne le disent pas aux employés. Et ça peut être de toutes sortes d'acabits. Là. Ça peut être que quelques milliers de dollars comme des centaines de milliers de dollars. Il faut savoir que près de 80% des violations de données impliquent une erreur humaine. Ce qui montre en fait que malgré la technologie de défense, le facteur humain reste une faiblesse importante. Seulement 27%, puis c'est là l'enjeu, c'est que seulement 27% des organisations pratiquent des formations de sensibilisation à l'ingénierie sociale et les professionnels de IT, ceux qui travaillent dans le milieu de l'informatique, eux aussi sont victimes d'attaques sociales en moyenne 40 fois par année parce qu'ils sont le vecteur un peu de ce type d'attaque-là, mais eux aussi sont susceptibles de ça, ne sont pas à l'abri. Et je trouve que ça démontre en fait, dans les organisations, là, de plus en plus, ils font des tests.
à chaque mois. Puis peut-être que tu as déjà vu ça, par exemple, pour tester les gens. Ils envoient des courriels qui look phishing aussi, puis ils vont pour un peu éduquer les gens à bien détecter si un courriel a l'air vrai ou faux, pour habiliter les gens à ça, parce que de plus, en plus, les courriels de phishing sont près de la réalité, ce qui nous biaise encore plus, puis ce qui rend encore plus difficile à les détecter. Ah oui, parce que parfois, ils vont aller sur LinkedIn, ils vont recenser les figures importantes de l'entreprise. Ils peuvent même appeler par téléphone pour demander à, je sais pas moi, au secrétaire de transférer quelque chose à un des présidents ou quelque chose comme ça. Puis c'est toujours des tactiques, des fois, de trouver une petite faiblesse, souvent dans la confiance de quelqu'un, d'un employé. Puis, justement, ça commence comme ça. Tu sais, moi, j'ai eu tellement de tentatives. Quelqu'un qui t'envoie, on a une boutique en ligne, c'était pas avec Distorsion, mais c'était avec un autre employeur. Quelqu'un t'envoie un courriel pour dire qu'il n'a pas reçu sa commande. Commence à te challenger là-dessus. Tu sais, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'a jamais passé de commande, cette personne-là. Elle est juste en train d'essayer de me soutirer un peu des... Je sais pas quelle info exactement elle veut, mais tu sais, peut-être une info qui va lui permettre de rentrer sur la boutique ou autre. Mais c'est strictement humain, presque, comme les stats le disent, les failles. Là. Ah oui, on s'en sortira pas, mais soyez vigilants, en fait, c'est un peu ça. Puis si vous êtes à la tête d'organisation, vous avez un peu de pouvoir dans les formations utiles, n'hésitez pas à mettre de l'avant ce type de formation-là pour sensibiliser les gens, parce que le coût, une fois que c'est arrivé, coûte beaucoup plus cher que de former ses employés en amont. Oui. Là, ça, c'est clair. Kevin Mitnick, l'ancien hacker, moi j'ai reçu des formations de sa société, Know Before. Je dis ancien hacker, parce qu'il est devenu un white hat avec le temps. Il est tombé du bon côté, puis il est décédé aussi, paix à son âme, Kevin Mitnick, récemment, il y a quelques années, il me semble. Puis c'est ça, sa boîte, sa compagnie s'appelle Know Before. Donc si jamais vous recherchez des formations en entreprise, ils en font, eux, des formations sur le social engineering, sur comment prévenir des attaques comme ça, le hameçonnage. Ah, très intéressant. Puis dites-vous, quand je dis que ça coûte beaucoup d'argent, là, en moyenne, une violation de données due au social engineering est en moyenne de 4,1 millions de dollars au niveau mondial. Et aux États-Unis, c'est 9,44 millions de dollars. Donc, j'imagine que les entreprises sont plus grosses, celles qui sont visées. Puis on l'a vu dans le ratio des 2500, par exemple, que Logbit ont attaqué. Il y en a 1800 aux États-Unis. Donc, c'est un gros marché pour eux. Tout un épisode, mon cher Seb. Oui, quand même. Un peu différent de notre true crime, si on veut dire, ou phénomène. Oui, on suit moins une histoire linéaire, mais c'est toujours intéressant de se plonger dans des phénomènes comme ça, là, de société qui nous touchent beaucoup. Dites-nous si vous aimez ce genre de format-là aussi, peut-être un petit peu plus informatif, un petit peu moins narratif. Et dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous partagez, vous aussi, une histoire de piratage ou d'hameçonnage comme ça? Il y a des techniques tellement avancées maintenant. Je vais vous en parler d'une aussi dans l'after show. Une technique qui marche beaucoup chez les personnes âgées. On parle moins de hameçonnage comme Logbit, mais ça peut être intéressant aussi. Mais oui, dites-nous ce que vous en pensez. En after show, toi, Seb, tu nous parles d'autres compétiteurs de Logbit. Tu nous parles de Conti, de Revol et de Darkside, dont on a effleuré un peu, et de d'autres cas liés à ça, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Le CrowdStrike, la panne informatique mondiale. La grosse panne pour nos abonnés Patreon. Donc, merci encore tout le monde de nous suivre. Vous savez où nous trouver. On est un petit peu partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. On est sur YouTube aussi. Et on est surtout sur Patreon. Vous pouvez trouver tous nos épisodes en avance, sans pub, et aussi plein de bonus, des épisodes secrets, l'accès à nos shows live et aussi aux after-shows, bien évidemment. Et parlant d'abonnés Patreon, je crois, Seb, que c'est le moment de les remercier chaleureusement. Oh oui, je continue. L'amour donné à Caroline L, Marie-Pierre M, François Q, Jerry K et la mystérieuse Maude. Aussi, on a Steve Perso, Charlotte à toi, Alexandre C, Amy, Thomas V et Max L. Je poursuis Isabelle M, Mentor, la mystérieuse MC. Ensuite, je poursuis avec Chad et Joanie R.
Un gros câlin à Marie-Soleil S, à Maude Frédéric L, à Audrey D.T, à Caribou et à Aurélien L. Et on conclut avec un gros high five à Corinne, à Arcade Freezer, à Joanie, à Rose Badcall et à Simon L. On veut aussi chaleureusement remercier notre monteur André et nos 2 recherchistes anonymes d'amour. Oui. Shout-out à vous. Et pour terminer, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir, Seb? Quand vos données valent plus que votre compte en banque, vous comprenez que le vrai pouvoir, c'est l'information. Protégez vos données. Maintenant.